Alors, au retour, donc j'ai parlé de Julie Jasmin. Oui, on était à Julie Jasmin. À Julie Jasmin, donc un très bel accueil. Et puis, je découvrais que subitement, tout le monde était prêt à m'aider, que tout marchait. J'avais assez d'économies, j'avais pu dépenser beaucoup de choses, beaucoup depuis finalement que j'avais été mineur. Et donc, j'ai pu me payer le bateau à nouveau pour le retour. Et j'arrive en France le 1er avril. Alors, quand je commence à passer des coups de fil pour dire que j'étais là, tout le monde a cru que c'était une blague, un 1er avril. Donc, il a fallu rétablir ma crédibilité et puis me mettre très vite au travail. J'avais 2 mois pour rédiger un rapport qui doit faire dans les pas loin de 350 à 400 pages. Un rapport journal de bord, étude ce que j'avais pu observer chez les Inuits, illustré de photos, tout mon récit de voyage, et puis les comptes journaliers, bref, quelque chose de conséquent. Alors j'ai mobilisé, moi je ne savais pas, je n'étais pas bon pour taper à la machine, je tapais très lentement, je tape toujours à 2 doigts, mais enfin. Donc une cousine, une de mes sœurs, etc., tout le monde s'est un peu relayé. Un ami qui pouvait développer les photos m'a développé mes photos. J'ai fait au dessin beaucoup de choses aussi. Bref, j'ai réalisé ce rapport pour le remettre à temps, qui était en 2 volumes. Et j'ai obtenu, à ma grande joie, à nouveau le 2e prix de la Fondation Zelidja. J'étais ex aequo avec Philippe Labro, qui à ce moment-là revenait des États-Unis après un an. Alors lui a fait depuis une très brillante carrière à la télévision comme grand journaliste, comme écrivain, etc. Et voilà. Et donc ça m'a ouvert beaucoup de nouvelles portes. Et alors auprès de la Fondation, parce que dès cette année-là, en 56, il y a eu une assemblée générale des lauréats qui élisait chaque année un bureau. Et donc j'ai été élu dans le bureau du président, qui était un avocat boudringuin, et on m'a chargé des relations enfin, scientifiques, si je peux dire aussi. Et surtout, j'ai pu créer un groupe d'études des peuples hyperboréens et on m'a fourni un local dans les locaux de l'hôtel particulier que possédait Jean Walter et où était installé Zelidja, rue Geoffroy-Lanier dans le Marais, à 2 pas de là où nous avons un pied-à-terre maintenant. Et donc nous avions décidé, les anciens lauréats qui étaient allés au nord, il y en a eu bientôt un qui est revenu du Groenland, qui était Pierre Robbe, il y en avait qui avaient été en Laponie, et plusieurs qui voulaient y aller. Donc on a pu former un petit groupe. Et puis on a essayé, on a obtenu des ambassades, une documentation. On avait déjà une bonne documentation. Et puis un jour, on a reçu une lettre, donc l'année d'après, de Jean Mallory, le même, qui venait d'être élu à l'école pratique des hautes études, section des sciences économiques, qui est devenue plus tard l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, nous disant, messieurs, je vous félicite, vous êtes les premiers en France à créer comme ça un groupe de travail sur l'Arctique, sur les peuples arctiques. Or, c'est exactement l'objet de ma chaire, de ma thèse. J'ai un centre de recherche, le Centre d'études arctiques. Et donc, je vous propose de devenir mes premiers étudiants. J'ai des locaux, je pourrais vous encadrer et puis vous trouver même de quoi faire des missions au Nord. Alors nous, on en discute collectivement, puis on décide qu'il y a là une opportunité étonnante et on décide d'y répondre positivement. Entre-temps, à la Société des voyageurs et explorateurs français, qui avait une section jeune dont je faisais partie, quand on apprend que je suis revenu avec un film de 21 minutes, un petit documentaire, donc des 30 minutes, j'en ai tiré 21 minutes, que j'ai pu monter comme je l'ai pu avec mes copains
qui faisait un peu de montage et de cinéma, chez Louis de Menton en particulier, qui avait l'équipement pour faire du montage. Ils m'ont demandé de le présenter. Ils avaient un concours chaque année du meilleur film ethnographique avec un prix, et qui était présidé par Jean Rouch. Et ils m'ont décerné le prix Connaissance du Monde 1956. Donc là aussi, j'ai fait le montage à côté de mon rapport assez vite. Et Jean Rouge s'est surtout étonné de voir comment j'avais pu filmer sous l'igloo. Et je lui ai expliqué que j'avais construit, à l'aide du missionnaire, donc cette lampe à kérosène avec un réflecteur pris d'un abat-jour de lampe, et qu'ainsi on avait pu avoir de la lumière sous l'igloo. Et Rouge me dit: mais avez-vous pris un brevet? Je dis: non, non, non. Il dit: parce qu'il dit, ça m'intéresse, je pars en Afrique, il faut que je filme dans des huttes et où il y a peu de lumière. Il m'a dit: est-ce que vous m'autorisez à en reproduire? Je dis: mais autant que vous voulez. Et j'ai su qu'il en avait fait fabriquer une dizaine et qu'il avait utilisé dans ses films ultérieurs. Et j'ai gardé, j'allais dire, tout au long de sa vie avec Jean Rouch, des liens amicaux. Je l'ai revu plusieurs fois. Lorsque Agagouk est sorti, il a été invité parce qu'il avait connu le père du producteur de ce film. Et puis, il m'a invité au Musée de l'Homme à le présenter au, au Centre de cinéma ethnographique du Musée de l'Homme. Et eux m'ont aidé à faire une édition sonore. Il y avait un producteur québécois qui est venu en 68 lors d'une grande grève de Radio-Canada, essayer d'acheter le plus possible de documentaires couleur. C'était le début de la télé couleur à Radio-Canada. Ils ont sélectionné mon film. Et c'est comme ça qu'en 68, mais alors je ne savais pas que c'était pendant la grève, les briseurs de grève ont passé ce film Croartac sur les antennes de Radio-Canada. Mais il est passé aussi à la télévision de Luxembourg. Et donc au Musée de l'Homme, ils en avaient gardé une copie. Et c'est ce film qui a été intégré plus tard dans le film Iglulik Nunavut. Non, pardon, non, qui a pas été intégré, qui vient d'être numérisé, grâce à une subvention Patrimoine Canada obtenue par Avatar avec la collaboration d'Ishuma, et qui est déjà en libre accès, qui est sur le site d'Ishuma, et qui sera, s'il n'est déjà, en libre accès sur le site d'Ishuma. Et donc, tout ça, c'est une roue qui tourne, mais donc mes liens avec le cinéma ethnographique, donc il y a eu Jutra, Jean Rouch, et puis Michel Brault à Montréal, que j'ai pu, quand j'étais directeur, inviter à donner comme chargé de cours pour cinéma ethnographique au début des années 70, et qui ouvre en même temps une voie même à l'enseignement. Et je vous montrerai tout à l'heure la première affiche qui a été faite d'un cours monté sur une base audiovisuelle en 1974, avec le service de l'audiovisuel de Laval, le service de pédagogie universitaire, affiche sur tout le campus, et donc un cours ouvert à tous, et où on a eu plusieurs centaines d'étudiants qui venaient le suivre, et donc sous contrôle de l'ensemble. Et donc, en dépit de la suppression de ce service de l'audiovisuel, ça revient maintenant à l'ordre du jour, et je crois que le département d'anthropologie est ouvert, et sans doute l'un de ceux qui, les premiers, au niveau des sciences sociales, des sciences humaines, à travailler dans cette direction. Et donc, je vais prochainement léguer à l'Université Laval tous les originaux de ces films, et ils auront aussi accès à toutes les versions numériques qui auront été numérisées grâce à Patrimoine Canada. Alors, Musée de l'Homme, pareil, reçu par le roi Gourand, Rouch fait la jonction, et je rencontre là Jean Michéa, qui avait été dans le Nord et qui
malheureusement n'avait pas fait de film, mais je l'ai su par la suite. On a tourné chez les Dénés des Rocheuses et récemment, un de nos collègues, qui, le mari de notre collègue d'Aveluy, Fletcher, a su par les Dénés qu'il y avait un film, a pu retracer, m'a contacté et je lui ai dit que je connaissais Monique Vézinet, qui est une nièce de Michéa et qui a été la première rédactrice en chef de notre revue Études Inuites, qui a fait une maîtrise à Laval en anthropologie, que j'avais emmenée aux îles Belcher sur la toponymie inuite. Et elle a réussi à convaincre son oncle de faire numériser à Lyon. J'avais donné l'adresse d'une firme qui faisait ça très bien. Et ce film est revenu chez les Dénés qui, apparaît-il, sont ravis parce que c'était ça, certainement, dans les années 60. Donc ça remonte bien, bien loin. Et donc, voilà, donc les deux. J'ai hésité un temps entre faire une école de cinématographie, surtout après avoir eu ce prix, et puis j'ai été sollicité pour des conférences, des émissions de radio, et puis un jour, je reçois, il y a un journaliste qui avait assisté à une de mes conférences, je venais en deuxième après Joséphine Baker, donc dans une salle parisienne, donc j'ai pu la rencontrer à cette occasion. Puis je fais ma conférence, j'avais mon fouet à chien esquimau, des récits, bref, ça passionnait. Et je reçois un coup de téléphone du propriétaire de François, qui à l'époque était un des journaux les plus lus en France, à Paris, et qui me dit: Monsieur, on voudrait vous rencontrer, Monsieur Lazarev veut vous rencontrer. Car il a reçu la proposition d'un journaliste qui vous a entendu et qui voulait vendre à François le récit de vos voyages. Êtes-vous au courant? Mais non, pas du tout. Bon, Monsieur Lazarev tient d'autant plus à vous rencontrer. Alors, je vais au rendez-vous et il me dit: Monsieur, on va vous aider. On va publier nous-mêmes avec vous votre récit de voyage. Et donc, j'ai eu droit à l'assistance d'une... je ne sais pas comment ils appellent ça, rewriter, quelqu'un qui aide à améliorer le style, etc. Et François a publié pendant 5 jours de la même semaine, en deuxième page, tous les jours, récit. Alors c'était devenu un lycéen chez les Esquimaux du Labrador. Bon, ils avaient un peu poussé, mais enfin, le lycéen était rendu quand même en 56, j'avais 20 ans. Bon, enfin, c'était pas très vieux. Et ceci m'a permis de m'acheter mon premier scooter. Donc j'ai eu quelque chose comme, je sais pas, enfin, un montant, première fois là que j'avais. Et donc j'ai hésité entre l'ethnologie, mais qui n'existait pas encore comme véritable discipline. C'était des gens qui avaient fait philo, sociaux, qui se spécialisaient en faisant quelques certificats, beaucoup de philosophes, et le cinéma. Et j'ai eu la proposition à ce moment-là, je crois que Rouche m'avait mis en contact avec un grand réalisateur de la Nouvelle Vague, il faudra que je retrouve dans mes archives son nom, qui voulait m'emmener en Indochine où il avait un grand film. Alors, est-ce que c'était ou Truffaut ou quelqu'un comme ça? J'ai hésité à partir comme assistant. Et puis je me suis dit, si je fais du cinéma, il sera difficile de faire de l'ethnologie. Si je fais de l'ethnologie, pourquoi pas faire du cinéma comme outil? Et j'ai fait le bon choix. Et donc, voilà. Donc, j'avais commencé, je m'étais inscrit au cours de Mallory, donc dans les circonstances que je viens de raconter. Et puis, j'ai suivi... on a créé cette année-là, en 57, je crois, pour la première fois, un certificat de démographie en Sorbonne, avec Pierre Georges. Et donc, plusieurs m'ont suggéré, mais pourquoi tu ne fais pas ça? Tu as fait des recensements de familles, etc. Tu devrais creuser ça. Et puis,
J'ai très bien réussi ce certificat qui m'a passionné. J'y ai découvert énormément de choses et ça m'a ouvert sur une approche mondiale des phénomènes humains. Donc je me suis dit, ben, là, ce serait intéressant de faire de la microdémographie chez les Inuits et voir comment. Et donc j'en ai parlé quand je suis revenu comme étudiant plus tard à Montréal. J'ai très bien connu Henri Pain qui a créé à ce moment-là, je pense, le département de démographie et qui m'a vivement conseillé comment faire quand on a une petite population pour faire des pourcentages qui se font habituellement pour 1000. Et donc en prenant une tranche de 5 ans, etc. Et ça a été pour moi un développement qui ne m'a pas beaucoup aidé parce que quand plus tard, je suis venu en anthropologie, mes professeurs m'ont dit, vous savez, on n'est pas un département de statistique ou de démographie, l'anthropologie c'est plus qualitatif. Alors que, bon, alors j'ai mis en retrait toutes ces données que j'ai utilisées plus tard quand j'ai fait une carrière en France, en essayant toujours de quantifier les données qualitatives que je collectais quand ça s'y prêtait. Mais enfin, Mallory me promettait qu'il me trouverait des vacations pour retourner sur le terrain. Et puis, les années ont passé. Je suis devenu élève titulaire en 6e section. Donc, j'ai fait une année de droit et sciences économiques. Bon, Mauss avait fait du droit, d'autres anthropologues en avaient fait aussi. Je crois que Lévi-Strauss a dû en faire un peu aussi. C'était pas incompatible. Et puis il y avait mon père qui voulait que je prenne sa suite dans son cabinet juridique. Donc je faisais des stages auprès de lui, etc. Mais mes goûts allaient plutôt vers cette évasion, surtout du poids de cette grande famille. Je dis pas ça négativement, mais j'avais 60 cousins germains rien que du côté de mon père, au premier degré. J'en avais beaucoup du côté de ma mère. Et puis, toutes les réunions de famille, on était 400 au jour de l'an chaque année. Tous les descendants de cette aïeule qui était la sœur de Jean-François Ducis, qui a succédé à Voltaire à l'Académie française. Et donc on voit comment déjà à cette époque, quelqu'un qui avait de la notoriété devenait... Tout se faisait par lettre de recommandation, etc. C'était le système français un peu qui perdure un peu, il faut le dire aussi. Euh, Alors que j'ai trouvé au Québec, surtout quand j'y suis revenu et que j'ai vécu longtemps, une approche tout autre. D'abord, beaucoup moins classifiée en termes de classe sociale. On se tutoie très facilement dès qu'on se connaît. Et puis, bon, un bon sens et un parler vrai. Surtout un parler vrai qui m'a beaucoup plu chez les Québécois. Bref, les années passant, un jour, j'ai dit, bon, en 60, il faut que je retourne sur le terrain. Alors, je vais voir Mallory, je lui dis, écoutez, je veux bien emprunter. Je voulais emprunter à la Fondation Zelidja, mais il faut que vous me fassiez une lettre, comme quoi vous allez m'obtenir des vacations pour aller sur le terrain. Alors, il m'a fait une lettre, mais cher monsieur, je certifie qu'il est bien dans mes intentions de demander des vacations, d'essayer de vous les faire obtenir, etc. Enfin, une lettre qui n'avait absolument aucune valeur dans aucune banque. Et la Fondation Zelidja, dont j'étais devenu le président des lauréats, j'ai été président pendant près de 3 ans, et qui appréciait les initiatives que je prenais à l'international pour inviter, avoir des séances culturelles, etc. Et on avait une petite revue et j'avais publié un numéro sur les Inuits, mais on voyage aussi à Coartac. Et ils m'ont dit, écoutez, on vous fait ce prêt qu'ils ont transformé après en... comment je dirais, en prêt d'honneur, c'est-à-dire en don, vu que c'était pour mes études quand j'ai décidé en 60. Donc je suis remonté au nord, j'ai passé 4 mois à nouveau dans le Nunavik et au retour, je vais rencontrer à Ottawa Hazen Balixi, qui avait été compagnon d'appartement
qui avait partagé un appartement avec Degoff, Claude Degoff, mort en 1955, alors que moi, je galérais un peu à Montréal pour essayer de monter au nord. Noyé dans les îles Belcher, Balixi avait hérité un peu de ses manuscrits et tout ça. Et le musée national où Balixi travaillait sur les minorités macédoniennes au Québec, etc., sur des rituels, a été chargé d'inventorier ces manuscrits et s'est décidé, dans le fond, à prendre le relais de Degoff. Et Balixi me reçoit, donc bulgare, ayant vécu en Grèce, puis des études en Suisse. On l'appelait Balixi la guerre. Il avait l'air de ces Turcs, ces janissaires turcs. Il me dit, Saladin d'Anglure, le Québec a besoin de gens comme vous. Puis il ajoute, un programme d'anthropologie vient de se créer dans le département de sociologie de Montréal. Pour la première fois, dans un mois, commencent les cours. Ils ont 3 étudiants, 3 inscrits. Soyez le 4e. Et il me dit, il avait cette voix très spéciale, ceux qui l'ont connu en parlent encore. Et il me dit, je pars demain matin avec Marcel Rioux en voiture à 6 heures du matin au coin de la rue Kent et d'une autre rue pour Québec, au congrès d'ACFAS. Si vous vous décidez donc de ne pas entrer en France, de rester, de vous inscrire, on vous emmène, soyez à 6 heures du matin à tel angle. Alors j'ai eu une nuit pour décider de ne pas rentrer en France, d'interrompre mes études, ma famille qui m'attendait, j'étais président de l'association de Zelidja, enfin bref, c'était un bouleversement. Et j'étais là le lendemain matin, à 6 heures. Ils m'ont emmené à Québec. On a logé chez Arthur Tremblay, Rio et moi. Balixi avait d'autres, un petit raton dehors, une petite souris, un petit campagnol. L'hiver s'en va. J'ai rencontré là Guy Dubreuil, qui était en charge du programme à Montréal, et puis les grands noms. Il y avait Fernand Dumont, il y avait Marc-Adélard Tremblay, il y avait il y avait Louis Elmont-Hamelin, il y avait... Bref, alors je fais connaissance de tous ces gens-là. Et puis Dubreuil me rembarque dans sa voiture et m'amène à Montréal, me prête une chambre, enfin, moyennant... je gardais les enfants certains soirs, je aidais madame à faire la vaisselle. Bref, je me rendais utile. Et puis j'allais tous les matins. Et Guy Rocher, qui dirigeait le département, m'avance. Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé cette idée. Ça m'a coûté $5 à payer pour avoir ma carte d'étudiant. Je n'ai pas souvenance d'avoir payé autre chose. Je n'avais pas une fortune avec moi. Et donc, bref... Et le jour où j'ai voulu, 30 ans après, rembourser à Guy Rocher dans un groupe de recherche, une équipe de recherche à laquelle j'ai participé, où il était, il a un peu rigolé et m'a dit, écoutez, je vous en fais cadeau ainsi que les intérêts. Mais je me suis très bien entendu avec Guy Rocher, qui est un homme excellent, brillant, qui venait de publier son manuel de sociologie et qui était très à l'écoute, qui m'a fait participer beaucoup, qui appréciait mon expérience, mais donc on m'inscrivait dans une maîtrise à 2 ans. Et on me demandait de combler, donc j'avais mon dossier qui avait permis de m'inscrire à la maîtrise, mais on me demandait de suivre quand même les cours d'ethno et puis de sociologie, relations interethniques, psychologie sociale avec... relations interethniques avec Brazo, psychologie sociale avec Sévigny, et puis il y avait les anthropologues. Et donc, Balixi n'était pas encore au département, il était toujours à Ottawa. Et puis, grâce à Rioux, il m'a conseillé de faire une demande au Conseil des arts, qui avait des bourses pour étudiants. Et donc, pour reprendre un peu les observations démographiques qu'en 60, j'ai pu réaliser dans 5 villages du Nouveau-Québec. Et j'ai obtenu cette bourse, qui était pas loin de $1000, qui me permettait à l'époque de louer une chambre à la résidence étudiante, de payer mes frais pendant l'année universitaire.
Bon, ben, c'était en 60. Et on s'est retrouvés, il y avait 3 autres étudiants, Denise Ostigui, un autre Français dont le nom, enfin le nom n'est pas loin, un nommé Lacroix, qui est devenu sociologue par la suite, et moi. Et puis, donc, je travaille comme j'ai jamais travaillé de ma vie. J'étais motivé, j'avais coupé beaucoup des ponts, pas définitivement, avec l'Europe. Donc, je travaillais comme un fou, j'allais dire presque jour et nuit. Et voilà que j'apprends à la fin du premier trimestre que Mallory vient de signer un engagement avec le doyen Garrigue, qui était anthropologue, Garrigue, comme professeur invité et carrément un poste permanent, mais à quelques mois par an, et qu'il annonce sa venue au 1er janvier. Bon, alors moi qui étais heureux d'avoir enfin trouvé une voie, je me dis, bon, ben... Et alors, Mallory arrive, et alors tout de suite, je deviens son étudiant. Quand il parlait aux autres, mon étudiant, cela en anglais, ceci, cela, en oubliant que, dans le fond, c'est par mes propres moyens, finalement, que j'avais réalisé ce voyage. Et son approche, en fait, Mallory n'était absolument pas anthropologue, c'était un géographe physique qui en est venu à la géographie humaine et qui a occupé un champ qui était resté disponible après la disparition de Mauss. Et puis, Victor s'était réorienté, Gessin était parti au Mexique à un moment donné. Donc, bref, à part Lotfal qui travaillait pour la Sibérie, il n'y avait que lui. Et il avait été assistant de Victor dans plusieurs expéditions polaires, jusqu'au jour où il avait décidé de voler par ses propres ailes. Et grâce à l'appui et à la collaboration du démographe Suter et Tabat, de l'Institut d'études démographiques, il a fait une étude de microdémographie à Tulé, qui à l'époque a énormément intéressé parce qu'il essayait de montrer comment une population de 400 personnes, de moins de 400 personnes, pouvait survivre. Alors que les intermariages empêchaient, on croyait jusque-là, avec les théories de Livio Livi, le grand démographe italien, qu'il fallait plus de 400 personnes. Et plus tard, on a découvert, mais Mallory pensait à cette époque que cette population avait vécu plusieurs siècles en isolat, que dans le fond, il y avait eu des migrations venant du Canada, plusieurs, et qui fait que ce n'était pas un isolat. Donc ça faussait les bases théoriques. Néanmoins, avec cette avancée, il a pu se faire élire, avec l'appui aussi de Lévi-Strauss, qui était très sensible à cette dimension également. Et donc, Mallory donne ses cours, et très vite, ça a été l'affolement chez les étudiants. On dit, mais qu'est-ce que c'est que cette anthropologie où on nous parle de la Grèce, des sociétés dominantes, des sociétés dominées, sociétés mâles, sociétés femelles, et alors des références à des auteurs, et aucune mention d'auteur d'anthropologie. Et alors, lors d'une soirée organisée chez Denise Ostigui, Denise Ostigui a réussi à faire boire du gin tonic à Mallory, qui ne supporte pas l'alcool. Et bref, on a demandé un peu à chacun de se définir, y compris à Mallory, qui a très mal pris ça, enfin les étudiants, mes copains étudiants. Et bref, le lendemain, j'arrive au département et je vois Guy Debreuil avec un œil au beurre noir, complètement poché. Et alors, il dit, mais je me souviens de rien, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, je lui dis en blague, je dis, mais vous vous êtes battu avec Mallory. Et alors, sur ces entrefaites,
on voit arriver un peu après Mallory avec un grand pansement, toute la poitrine bandée, plusieurs côtes fêlées, furieux, qui avait quitté la petite fête avant l'heure. Et puis moi, j'étais parti peu après. On était tous terrorisés. On se disait, qu'est-ce qui va se passer? Et résultat, ça a été grève étudiante, grève des examens.